Bonjour à tous, bienvenue sur notre webinaire. Le programme du jour, ce sont les indicateurs de mesure pour l'évaluation qualitative des centres d'appel d'urgence. Et pour m'accompagner aujourd'hui, on a quatre invités de prestige que je vais vous présenter. Vous aviez Eva Petit-Demange, qui est enseignante-chercheuse au génie industriel d'IMT Les Mines-Albi, qui a fait une thèse sur l'organisation des centres d'appel d'urgence du SAMU et qui continue son travail de recherche dans la théorie, on va dire, des organisations, et elle en parlera mieux que moi. Eva. Bonjour à toutes et tous, donc je suis Eva Petit-Demange, enseignante-chercheuse à IMT Minalbi au Centre de génie industriel. Et comme l'a dit Laurent, moi je m'intéresse à l'analyse et le diagnostic des organisations. Donc une organisation, qu'elle soit de santé ou industrielle, l'idée ça va être de regarder comment elle fonctionne, où est-ce qu'elle ne fonctionne pas et comment est-ce qu'on peut venir améliorer ça en modifiant son organisation. Donc l'idée c'est d'être capable de développer des méthodologies de diagnostic et d'amélioration. Et effectivement, j'ai effectué ma thèse que j'ai soutenue en 2020 sur l'organisation des centres d'appel d'urgence du SAMU, où je travaillais sur comment améliorer le temps avant décrocher des appels. On a aussi avec nous Yann Rouet qui nous fait le plaisir, après sa nuit, de venir participer à ce webinaire. Yann est ARM au SAMU 22. Il est aussi cofondateur et coprésident de l'AFAR, l'Association française des assistants de régulation médicale, et membre du GRAPSU, avec lequel on a beaucoup d'échanges fructueux. Yann, je te laisse un petit peu plus t'introduire. Comme Laurent l'a exprimé, je suis ARM au SAMU 22 depuis bientôt 14 ans et cofondateur de la farm depuis il y a 3 ans et coprésident depuis environ 1 an. Voilà, pour faire à peu près le tour. J'ai été ambulancier privé pendant une dizaine d'années avant, pour faire le tour de mon pédigré. Merci Yann. On a Marc Gay avec nous, qui lui, vous le verrez, a son délicat accent, est de l'autre côté de l'Atlantique. Il est consultant maintenant en management pour Priority Dispatch Corporation. Il est maître instructeur en régulation médicale d'urgence aussi, président du conseil de recherche à l'International Academy of Emergency Dispatch, membre du conseil d'administration de Citizen CPR Foundation aux États-Unis, et c'est aussi un ancien directeur général de centre de communication santé, un ancien paramédic aussi. Je m'arrête là pour Marc. Est-ce que tu as d'autres choses à présenter, Marc? Non, c'est bien expliqué mon parcours. J'ai une formation de paramédic à la base. Puis, j'ai débuté mon périple dans un centre de communication en 1992. On avait eu l'événement de la Polytechnique qui s'était produit en 1989, ce qui a incité le gouvernement à changer le système de prise d'appel, donc en introduisant un protocole qui existe aux États-Unis, mais qui est implanté au-dessus de 54 pays. Alors, moi, je vous dirais, un disciple de ce protocole parce que c'est ce que je fais depuis les 30 dernières années. Et j'ai terminé ma carrière à titre de directeur général d'un centre de communication santé. Et je suis maintenant consultant pour le protocole, pour m'assurer que les gens obtiennent bien les connaissances. Et la réanimation cardiaque, c'est aussi un de mes, je vous dirais, une de mes passions les plus grandes, parce qu'on sait que c'est important d'être capable de donner des bons conseils de réanimation à une personne en détresse au téléphone, et on sait que la survie en dépend, et c'est important pour moi. Donc, c'est pour ça que je fais partie aussi du Citizen CPR Foundation, qui regroupe des gens qui sont membres
du ILCOR, qui est le International Liaison Committee on Resuscitation. Alors, c'est un peu mon parcours, puis je suis très content d'être ici avec vous ce matin. Ce matin ici. Et puis, donc, ça me fait plaisir de me joindre avec vous. Et Marc, pour la petite histoire, a beaucoup de liens avec la France puisqu'il vient régulièrement à Besançon et à Dijon pour parler d'Emergency Dispatch et pour faire les formations qui vont avec. Donc il a une vision qui est trans-organisation et c'est aussi l'objectif de ce webinaire, c'est d'essayer de connecter toutes les organisations pour dégager les forces. Et merci Marc. Et enfin Jean-Marc Labouret qui est chef de service du SAMU 25, praticien hospitalier bien évidemment. Il est gestionnaire des risques en santé et pas mal d'autres casquettes. Jean-Marc, je te laisse te présenter un petit peu plus. Merci Laurent, effectivement, ça fait quelques années que je œuvre en médecine d'urgence et en à peu près 2005, en régulation 2000-2005 avec un projet de régulation supradépartementale. Donc je me suis intéressé beaucoup aux organisations, à la distorsion de l'information, et ce qui m'a amené à reprendre des études et à repasser une thèse en gestion des risques en santé, où bien sûr le sujet de ma thèse était le risque encouru dans les centres 15. Voilà, et je suis un passionné du juste nécessaire, d'essayer de simplifier, sans pour autant être simpliste, les organisations pour en tirer le meilleur dans le domaine du soin. Merci Jean-Marc, merci à tous. Donc l'idée sur ces indicateurs de mesure pour l'évaluation qualitative, c'est de dérouler un petit peu le début d'après-midi sur 3 parties. Et je vais en préalable redemander à tous nos participants de changer leur pseudo sur le site en haut à droite pour permettre un nom et un prénom, ce qui nous permettra, lorsque vous avez des questions, de pouvoir mieux et plus rapidement vous identifier et de vous répondre de manière plus personnelle. Le programme, grosso modo, de l'après-midi, on va scinder en 3 parties. On va d'abord se concentrer sur les indicateurs qualité. On va envisager ensuite en deuxième les méthodes de dispatch ou de régulation. Et puis on va, sur la fin, essayer de réfléchir autour d'un café ou d'un cherry, comme diraient les Anglais, sur comment mettre en valeur un certain nombre de notions essentielles sur les centres d'appel et en particulier d'urgence. Voilà. Pour commencer, ce que je vous propose donc sur la première partie des indicateurs qualité, c'est de réagir sur finalement, en venant du monde de la qualité, quelle est la définition de la qualité pour vous quatre, dans un centre d'appel d'urgence. Et puis après, on verra sur les propositions que vous pouvez être amenés. Eva, est-ce que tu te lances ? Oui, alors justement, j'ai révisé avant de venir mes différentes définitions de la qualité, parce que venant du génie industriel et de l'ingénierie, la qualité est quelque chose qu'on utilise souvent et on le présente souvent comme un des piliers de la performance. Donc finalement, la performance, on va la définir comme étant un coût qualité à délai. Et donc la qualité en fait partie. Et je suis allée voir comment est-ce que l'association de supply chain définit la qualité. Et elle dit, bon ben voilà, il y en a plusieurs approches. Donc on en a à peu près 5. Une première où on nous dit, bon en fait la qualité c'est un idéal et une condition d'excellence. Ok. Une deuxième, on dit que la qualité, elle peut être product-based, donc basée sur le produit. Donc ça va être dépendant des attributs de notre produit. On peut avoir une qualité qui va être user-based, donc ça va être la facilité d'utilisation du produit. On va avoir une qualité qui va être manufacturing-based. Et donc, ça va être en gros la capacité du produit à répondre à ce qu'on attend de lui. Et enfin, une qualité qui va être value-based quality. Et donc là, c'est quel est le degré d'excellence à un prix acceptable. Donc, on se rend compte que si on parle d'appel d'urgence, on ne va pas forcément avoir tous les formats qui vont s'appliquer à nous. Mais ça nous pose des questions de la qualité déjà pour qui ? Est-ce qu'on va parler de qualité pour le patient? Est-ce qu'on va parler de qualité pour les ARM, pour les
pour les médecins régulateurs, de qualité pour l'organisation. Donc à chaque fois, ce qui va être important pour moi au niveau de la qualité, de définir la qualité, c'est de savoir de quel point de vue on se place. Merci. Peut-être que Yann, tu veux réagir sur ces 5 piliers de la performance. La qualité, en effet, néanmoins, quand on regarde les normes qualité et les certifications qualité, souvent les utilisateurs, le produit et les manufacturiers, pour le coup, c'est-à-dire les salariés éventuellement d'une entreprise, sont liés et l'excellence retentit sur toutes les couches. Mais peut-être que Yann, tu as un avis un petit peu... Il faut que tu actives ton micro, Yann. Ouais. Excusez-moi. Donc moi, j'ai plus une vision en salle de régulation sur ce qu'on appelle la qualité. Nous, c'est plutôt, on est basé sur des QS et on a un QS maintenant avec la mise en place des SAS qui doit être de 30 secondes pour le taux de décroché. Initialement, c'était à 90 secondes. Donc on voit qu'avec le SAS, on a beaucoup d'efforts à faire. Et malheureusement, il faut aussi des effectifs en face. Sans ça, c'est très difficile de pouvoir répondre correctement aux appels. Donc voilà, c'est un peu comme ça que nous, on fonctionne dans les SAS, dans les SAMU et les SAS. Oui, c'est vrai que on réagit directement là. Est-ce que finalement le point de vue principal de tout ça, c'est grosso modo le citoyen, c'est-à-dire finalement l'usager et le payeur, puisque c'est lui qui paye par les impôts le système d'alerte et de réponse. Et c'est aussi lui qui en est l'usager au final. Est-ce que Marc, toi, tu as un avis sur ce point de vue? Ben, en fait, je pense que si on parle de qualité, d'une part, comme tu disais, Yann, on est contraint dans une limite de temps. Alors, à l'intérieur de ça, moi, je pense que c'est important aussi qu'on regarde aussi la qualité, évidemment toujours en fonction du citoyen. Pour moi, c'est le patient d'abord, mais il faut aussi considérer l'ensemble du portrait. Mais c'est d'être conforme à des normes, conforme à des procédures, conforme à... Donc, c'est la conformité, d'après moi, qui peut être un aspect important au niveau de la qualité. Évidemment, ce que Eva, tu as mentionné, tout ce qu'on appelle le manufacturing base, le value base, il faut tout prendre ça en ligne de compte, mais il faut d'abord qu'on fixe une norme et qu'on soit capable de suivre cette norme-là dans un laps de temps très court. Jean-Marc, toi qui as finalement dans ton SAMU remis des normes un petit peu nouvelles, puisque tu as intégré 4 départements, tu as fait du régional il y a 10 ans. Donc toi, ta valeur de la qualité, comment tu la placerais finalement? Ça passerait entre les trois. Entre les trois, et Marc a raison, initialement la qualité c'est de répondre à une norme et de savoir si le produit sorti des chaînes de fabrication, est-ce qu'il correspond à ce qu'on avait pensé ou ce qui était défini initialement. C'est ce qu'a rappelé Eva à travers toutes ces définitions. Et malheureusement, Yann en a parlé un peu, on s'intéresse la plupart du temps qu'à la variable numérique. Or, pour moi, la qualité, c'est tout sauf une variable numérique. Et moi, la qualité, dans mon concept maintenant, depuis quelques années, c'est une notion de gestion de risque et non pas une problématique de normes. Et donc, si on parle d'une notion de gestion de risque, forcément, on parle du patient. Et le but, quand même, de notre travail, alors on parle de qualité au travail, sur le vélo RPS, tout ça, et c'est vrai que ce mot est venu dans le, comment j'allais dire, vocabulaire traditionnel, populaire, et a été un peu distordu, galvaudé, et on ne sait plus de quelle qualité on parle. Mais pour moi, la qualité, avant tout, c'est une qualité de gestion des risques au profit du patient. Et donc, si on sécurise le patient, on sécurise toute la chaîne. Je me permettrai de dire, vu que j'ai une ingénieure avec nous, c'est un peu comme la différence entre le carré et le rectangle. Voilà,
un carré, c'est un rectangle parfait. Un rectangle, ça n'a jamais fait un carré. Donc si on s'occupe du patient, on s'occupe de toute la chaîne, et notre raison d'être quand même, c'est d'apporter du soin à l'ensemble des patients. Oui, l'idée, c'est de toute façon, la qualité et la gestion des risques, c'est très très lié. On le voit dans toutes les normes Alors, ISO théoriquement. oui, La qualité s'attache à détecter les non-qualités et mm, les non-conformités. D'ailleurs, conformité à des procédures, hein. Et les risques éventuels, et on le voit, il y a le lien entre les documents uniques des risques et les structures qualité qui sont très très fortes. il y a eu toujours un lien très, très fort. Alors après, c'est comme tout, il y a des petites guerres entre les qualiticiens et les gestionnaires de risques, ça a toujours existé. Enfin, la qualité n'existe pas sans la gestion des risques. Parce qu'avant d'éditer des normes, il faut bien faire une analyse de risque et savoir quel type de normes on va mettre pour faire perdurer le système et s'assurer que dans la globalité, il se situe dans des zones acceptables. Mais pour moi, la gestion du risque est avant la qualité. Et la Ah, qualité qui va renourrir de nouveau, au travers des rétex, une nouvelle ou de nouvelles études, de nouveaux prospects sur la gestion des risques. Parce que c'est quelque chose de mouvant. Ouais. Et une des problématiques qu'on a à l'heure actuelle, c'est qu'une norme, vous voyez dans tous les documents, elles font 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et malheureusement ou heureusement, la vie change. oui, l'idée, c'est de ce que tu dis, enfin de ce qui ressort, c'est que de toute façon, il faut commencer par une analyse de risque et on est un peu sur le travail préliminaire de la thèse d'EVA, hein. C'est quels sont les risques associés qui permet après de mettre en place les procédures et après de voir si qualitativement on suit bien ces procédures. On suit bien cette procédure. Et d'ailleurs, dans ces qualités qui vont découler d'analyse de gestion de risque, Yann en a parlé, et c'est peut-être un biais des systèmes actuels, c'est plus facile effectivement d'analyser une qualité de service en termes de pourcentage de décroché, que ce soit du 20%, du 30%, 90%, peu importe, que de se dire oui, j'ai décroché dans les temps, mais est-ce que j'ai réellement bien décroché? En termes, est-ce que j'ai bien analysé la situation pour répondre au mieux aux attentes quand même du patient? Parce que c'est bien de Et, décrocher dans les temps, mais c'est bien de décrocher en répondant aux attentes des gens quand même. et Marc, toi qui as la vision finalement Priority Dispatch, est-ce que Priority Dispatch, qui finalement est une somme de procédures hein, pour répondre à des indicateurs qualité, est-ce qu'ils ont régulièrement réévalué finalement ces risques-là essentiellement, ou est-ce qu'ils sont... Quel est finalement comment dire, la position de Priority Dispatch sur l'analyse des risques lors des appels d'urgence? Euh, En fait, je vais vous dire que d'une part, il faut constamment, on est en constante redéfinition de la qualité, hein. Ça, c'est important de le saisir, justement parce qu'on doit faire une analyse des risques. Et puis, effectivement, ben, moi, ce que je vous dirais, c'est que je ne suis pas le porte-parole de Priority Dispatch, mais avec mes 30 ans d'expérience, je peux vous dire que euh, on est toujours en quête de redéfinir ces notions-là euh, parce qu'il faut qu'on soit évolutif dans le temps. Forcément, on n'a pas le choix parce que ce soit avec la technologie, que ce soit aussi avec la science médicale, on doit redéfinir constamment. Alors, dans ce sens-là, pour moi, je pense que c'est important euh, qu'on en fasse constamment cette analyse de risque-là, et c'est ce que Priority Dispatch fait avec toutes les différentes versions du protocole qui, sont, qui sortent régulièrement. Donc, en ce sens-là, ce que je vous dirais, c'est que on doit toujours le mesurer. Moi, j'irai un peu plus loin parce qu'on va en parler plus tard, mais dans l'humanisme de la conversation, ça, je pense que c'est un point important qu'il faut garder toujours en ligne de compte parce que c'est bien de suivre la norme et d'être conforme à ces normes-là, mais
il faut qu'on laisse l'être humain, il faut lui donner en fait tous les outils pour qu'il puisse arriver à ses fins. Éviter la qualité pour la qualité. Yann, tu parlais du SaaS tout à l'heure. Est-ce que lorsque le SaaS est arrivé ou est en train d'arriver, est-ce qu'il y a une analyse des risques de réaliser et est-ce qu'il est prévu des modifications de procédure? Est-ce que tu peux juste, En fait, même si t'es pas le représentant hein, comme Marc, mais non, loin néanmoins de là. nous donner ton aperçu, ton. Pour l'instant, il y a 22 sites pilotes sur le territoire. Ça doit se généraliser à partir de janvier, si ma mémoire est bonne. Il y a eu une étude de fait sur les sites pilotes actuellement. On se rend compte que c'est souvent en fonction du territoire et en fonction du nombre d'appels que les SaaS pilotes mettent en place le double niveau en fait de décrocher. Donc c'est variable en fait suivant le nombre d'appels, le nombre d'ARM au bout du téléphone aussi, et le nombre de médecins. Et c'est souvent aussi dû au nombre de DRM. Donc voilà, en fait, ça dépend des SAMU. On travaille souvent certains au nombre d'appels, d'autres au nombre de DRM. Donc la différence pose parfois problème en fait. On a du mal à chiffrer exactement le temps de décrocher en fonction de ce qu'on prend comme type d'exemple. Et justement, donc du coup, le SaaS amène un certain nombre d'appels un peu différents. On va dire, pour prendre un exemple comme Marc, finalement, c'est la différence entre, grosso modo, le 911 et le 811, c'est-à-dire le 911, les appels d'urgence, et puis le 811, les appels plutôt de conseil. Là-dessus, tout ce qui a été fait en termes de risque, est-ce qu'il y a eu des grands diagnostics, des grands items pouvant mener à des appels et pouvant mener à des dossiers et des DRM, comme tu disais, Yann? Ça, je pourrais pas te répondre, je n'ai pas l'information. Merci. Eva, je me permets de rebondir sur ce que Marc a dit. Tu parlais de nos indicateurs qualité. Est-ce que finalement, dans ces indicateurs qualité, on pourrait, pour toi, si on veut être simpliste, et même si la science n'aime pas la simplicité, et forcément réducteur, on est d'accord, mais j'aimerais avoir ton avis sur quel est le meilleur indicateur qualité pour toi d'un service de décroché d'urgence et prenant en compte, comme disait Marc, l'humanisme. Je suis assez d'accord avec toi. Alors, Bonne chance. ouais, effectivement, la question est assez intéressante et je pense que ce serait une erreur de répondre à un seul indicateur parce que pour piloter une organisation, on va avoir besoin d'un set d'indicateurs différents avec leurs cibles et c'est ça qui va nous permettre de prendre en compte les différentes dimensions finalement de l'organisation. Et donc là, on voit que depuis le début, on parle beaucoup de la dimension temporelle, du fait de décrocher des appels rapidement, de les décrocher vite, mais ça pose la question de quand même de c'est quoi un appel de bonne qualité? Quand est-ce que un ARM, une médecin régulatrice raccroche et se dit cet appel était de bonne qualité, j'ai bien fait mon travail. Et qu'est-ce qu'on met derrière? Parce qu'il n'y a pas que la notion de temps, il va y avoir aussi une notion de complétion de l'information, de capacité à extraire l'information du patient, de extraire son besoin et de donner une réponse adéquate. Et donc c'est là où ça va devenir assez intéressant, c'est quels sont les indicateurs, qu'est-ce qu'on peut mesurer, qu'est-ce qui peut nous permettre de piloter ça et de venir dire, ben, là, ça c'est un bon appel. Et à contrario, qu'est-ce qui nous permet de dire, ah là, attention, cet appel-là, je commence à avoir de la difficulté. Et alors bon, on a déjà deux manières de voir la chose. On a la manière statique, c'est-à-dire on regarde après coup, une fois que l'appel a été passé, et on évalue. Mais on pourrait aussi imaginer, est-ce que c'est pas possible d'avoir des manières dynamiques de l'évaluer et de se dire que on peut, lorsqu'un appel a lieu, se dire bon bah voilà, est-ce qu'il se passe bien ou pas? Et pour ça, en fait, c'est terrible hein, parce que je réponds à ta question par une question, mais c'est ça qui est génial avec la recherche, c'est que quand on a trouvé une réponse, la question change.
mais finalement, c'est quoi un appel de bonne qualité? Et en fait, ça, moi, en tant que chercheuse, je peux poser la question, mais c'est les praticiens qui vont venir me donner la réponse. Et derrière, moi, je vais pouvoir construire des métriques pour essayer de traduire ça le mieux possible. Donc je te renvoie à la question, Laurent, qu'est-ce qu'un Mais bon appel? merci Eva, parce que tu viens en fait de la préciser. Tu fais bien le distinguo entre le temps qui fait souvent facteur, mais c'est un facteur numérique facile à avoir. L'idée d'aujourd'hui, c'est en effet, c'est quoi un bon appel? Et du coup, je me permets à chacun de vous, et je vais commencer par Yann, de manière générale, c'est quoi un bon appel et finalement comment on pourrait le mesurer de manière dynamique et de manière a posteriori, c'est-à-dire plutôt en masse. Jean. Un bon appel, c'est déjà essayer de comprendre l'appelant, de savoir ce qui se passe réellement, quel est le motif de son appel, et de lui apporter la réponse adaptée à sa demande. Pour moi, c'est ça un bon appel. Avec la communication qui va avec, évidemment. Ok. Marc, est-ce que tu as envie de... Pourquoi c'est toi quoi un bon appel? Alors, dans un centre d'urgence, toujours. Moi, un bon appel, évidemment, comme Yann vient de mentionner, tout passe par la description du problème principal qui est décrit par l'appelant et d'être capable de traduire ça dans notre monde à nous. Également, c'est toujours pour moi aussi d'essayer d'obtenir la collaboration complète de l'appelant. C'est-à-dire, on mesure, oui, on mesure toujours. C'est important de mesurer. Par exemple, si on parle des arrêts cardio-respiratoires, on mesure du début de l'appel jusqu'au moment où on a donné la première instruction pour commencer le massage cardiaque. Alors ça, c'est important parce qu'on mesure, parce qu'on doit mesurer nos taux de survie dans notre communauté pour toutes sortes de raisons. Pour la survie des victimes, c'est bien sûr, mais aussi pour afficher que dans notre communauté, on est une ville cœur en santé, donc il fait bon de vivre chez nous parce qu'on a mis tout en œuvre. Alors on mesure des éléments comme ça, mais il faut toujours comprendre qu'on a un appelant en détresse qui nous téléphone parce qu'il y a un être cher qui est par terre puis qui est inconscient puis qui ne respire plus. D'être capable d'obtenir sa collaboration à tout prix parce que on sait que le temps-réponse peut varier d'une région à une autre. Dans la région où j'habite, oui, dans la région urbaine, on va avoir des temps-réponse qui sont bons, mais dans les régions plus éloignées, on a des temps-réponse qui peuvent aller dans les 20-25 minutes. Alors, donc, c'est important que l'appelant, on soit capable de maîtriser cet appelant-là, pas le maîtriser au sens propre, là, mais le maîtriser son esprit pour qu'il puisse, lui, collaborer à fournir la meilleure information possible et d'être capable de suivre ce qu'on lui demande de faire en attendant l'arrivée des ressources. Je reprécise parce qu'on a une réaction. L'idée, c'est que, bien évidemment, les indicateurs temps qui sont fréquemment utilisés depuis assez longtemps et qui, voilà, pour nous, c'est pas l'objet de la discussion d'aujourd'hui. On considère qu'ils sont maîtrisés, bien évidemment. On ne va pas regarder le traitement d'un arrêt cardiaque comme celui d'une rhinopharyngite, hein, pour repréciser aux appels. Jean-Marc, donc un bon appel pour toi, c'est quoi en dehors bien évidemment de ce facteur temps qui est considéré comme étant maîtrisé et donc de qualité? C'est quoi un bon appel? Et je rejoins la discussion d'Eva. Est très intéressante la notion de dynamique et de statique. Ben, un appel, c'est celui qui génère moins de risques si le patient n'avait pas appelé. C'est-à-dire que tout système génère du risque et ce serait dommageable parce qu'il a appelé un système de soins d'urgence qu'il ait un risque de mortalité engendré par la réponse. Donc ça se mesure, on va dire, assez facilement d'un point de vue statique, puisque c'est les RETEX, ainsi de suite, c'est les CREX, les RMM et ainsi de suite, et ça nous permet de nous conforter par rapport à la masse d'appels. Est-ce que oui ou non, le patient risque quelque chose? L'aviation le fait très bien, hein. On sait très bien que
par tranche de mise en œuvre dans l'aviation, on est entre 10-4 et 10 puissance -5. Chance ou risque, ça dépend comment on voit les choses, de ne pas arriver de l'autre côté de son vol. D'un point de vue dynamique, c'est un peu plus compliqué, mais on peut se baser peut-être sur les neurosciences et sur les biais cognitifs, et en particulier les biais d'ancrage dans les discussions qui pourraient être analysés, alors soit de façon automatique ou semi-automatique, et là on compte beaucoup sur l'algorithmie. Alors qu'est-ce que c'est qu'un biais d'ancrage? C'est le fait de la façon dont on présente l'appel et on redistribue soit au patient ou soit au médecin. Et notre cerveau, il va imprimer un certain nombre de choses et il va être très réducteur dans ce qu'on va analyser. Donc c'est la synthèse. Et c'est comment on restitue auprès de nos patients, auprès du médecin, dans une régulation médicalisée comme dans les centres 15 français, pour regarder s'il n'y a pas une notion de distorsion de l'information. Est-ce qu'un frisson, c'est un tremblement? Si le patient a des frissons, on ne peut pas retrouver un autre langage dans la synthèse faite par l'arme ou par le patient et vice-versa, parce que forcément, derrière, ça va engendrer des analyses, par exemple pour le médecin, si on prend un médecin, qui sont totalement différentes. Un tremblement, c'est pas une convulsion, et ainsi de suite. Donc ces biais, ce qui s'appelle des biais d'ancrage en sciences cognitives, je pense que c'est intéressant de les relever, et ça je pense qu'on peut les relever, parce que ça veut dire que forcément derrière, s'il y a un biais d'ancrage, il y aura une distorsion de l'information. S'il y a une distorsion de l'information, on augmente le risque. Alors sur les arrêts cardiaques, c'est peut-être moins gênant, parce que sur un arrêt cardiaque, il ventile? Non. Donc il ventile pas, il est inconscient, il est en arrêt jusqu'à preuve du contraire. C'est assez facile, entre guillemets. Sur ce que j'appelle moi le ventre mou, qui laisse sujet à interprétation, on peut se retrouver vraiment dans des zones un peu délicates, où les gens ont un risque vital engagé, mais qui n'est pas forcément visible à T0. Donc je pense qu'on peut se servir des neurosciences et des sciences cognitives qui ont travaillé ça, et c'est quand même déjà exploité dans la communication, hein. C'est comme ça que marche la publicité, excusez-moi. Ils font appel à nos biais d'ancrage pour imaginer autre chose que ce qu'ils nous disent. Mais là, c'est utilisé de l'autre façon, c'est que ces biais d'analyse et de distorsion de l'information vont arriver à des choses qui peuvent engager parfois le pronostic vital de nos patients. Et je pense que c'est là-dessus que moi, je mettrais plutôt l'emphase sur les critères qualité d'une nouvelle régulation. Et je suis d'accord avec toi, il faut partir du principe que bien sûr on décroche déjà le téléphone dans des temps corrects. Mais ça, c'est considéré comme, entre guillemets, acquis dans le sujet du jour. Oui, je pense aussi qu'il faut regarder selon, finalement, de manière assez finaliste, quel était l'attendu a posteriori. Ça, c'est comme tu le disais, hein, Jean-Marc. C'est-à-dire qu'à posteriori, c'était telle ou telle pathologie qui aurait dû être prise en charge de telle manière. Et ça permet une remontée de type bureau enquête accident, hein. C'est ce qui a permis à l'aviation d'améliorer. C'est-à-dire qu'à partir de là, toutes les non-qualités potentielles qui ont mené à risque sont recensées, en fait. Et à partir de là, on fait des stats et puis on regarde les plus fréquentes et on traite les plus fréquentes d'abord, on met en place des procédures. Juste en termes dynamiques, finalement, quand on voit cette relation, et je me permets d'ajouter ceci, peut-être que vous voudrez réagir, c'est que sur la gestion de la qualité, c'est une relation de service. J'aime bien être un mauvais garçon et comparer finalement la réponse aux appels d'urgence à la même chose que vendre une box de téléphone, puisque c'est une relation de service. Vous êtes un service que le citoyen prend à tâche. Et donc Pierre Falzon, qui a beaucoup étudié la relation de service dans son ensemble, hein, que ce soit téléphonique ou non, il définit un tableau à deux entrées, hein, c'est-à-dire est-ce que la demande initiale est satisfaite, oui ou non, et est-ce que la relation est satisfaisante, oui ou non. Et quand la demande initiale et la relation est satisfaisante, on est dans le oui. Alors c'est très binaire, mais c'est un outil de pilotage dynamique qui peut être utilisé par les opérateurs et les ARM et les médecins régulateurs pour simplement savoir s'ils sont dans un risque ou non.
C'est-à-dire finalement, est-ce que ma demande initiale, quand elle n'est pas satisfaite pour des raisons qui peuvent être protocolaires, hein, ou de procédure ou de logistique, est-ce que ma relation est satisfaisante ou pas? Peut-être que vous voulez commenter, je vois des sourires. Ouais, je dirais la relation peut ne pas être satisfaite et pour autant on l'appelle satisfaisant. Néanmoins, il y a une qualité de service à avoir. Et si on ne mesure pas l'empathie qu'on met dans nos appels, c'est sûr, on risque d'aller vers des ennuis. Et là, on aura les deux paramètres qui seront mauvais, ni la qualité de service sera satisfaisante, ni les relations humaines. Mais oui, moi je suis d'accord avec toi, ça c'est des choses qu'on doit mesurer, ça se mesure quand même relativement bien, hein. Il y a des échelles pour ça se coache bien, ça se fait bien en simulation aussi en termes d'entraînement, pour justement essayer d'avoir le meilleur de la communication pour extraire les éléments les plus probants d'une communication. Mais à la différence de ce que tu as cité, Laurent, moi je dirais que c'est pas très grave si le patient n'est pas satisfaisant, si la Satisfait. prise en charge globale, parce que le but c'est de le mettre dans une zone de sécurité, il faut pas l'oublier. Mais quand il y a les deux, c'est quand même mieux, faut être honnête. Non, mais c'est l'histoire de l'aviation où finalement la question c'est quand le pilote et le copilote se battent à 37 000 pieds et qui sont séparés par le steward, hein, c'est un fait avéré en 2022, l'avion et donc les passagers en prennent un risque. Donc on voit bien là aussi que mine de rien, finalement, la relation c'est la pierre ultime qui permet d'être sûr qu'on est dans la qualité. C'est pas parce qu'on a une relation pas satisfaisante qu'on n'est pas dans la qualité, mais en tout cas, quand la relation est satisfaisante, on est a priori plus fréquemment dans la qualité. Plus fréquemment, tout à fait. Je suis d'accord. Est-ce que quelqu'un veut réagir là-dessus? Je souriais parce que ça rejoint la définition de la qualité qu'on peut retrouver dans l'industrie, dans la mesure où on va trouver deux composantes principales. On va trouver la qualité de conformance, à savoir l'absence de défaut, et la qualité de design, ce qui est la satisfaction du client. Et finalement, je me demande, ça revient à cette question de c'est quoi un bon appel? Parce que finalement, si notre patient est sauvé mais qu'il n'est pas content, est-ce que c'était un bon appel? Parce qu'il est Ben, sauvé quelque part. je dirais dans une relation de service, théoriquement, c'est un appel moyen et pas complètement satisfaisant. Et c'est ça où on a besoin de se poser la question de finalement, c'est quoi la qualité pour nos services d'urgence? Parce que ça va vraiment influer la manière dont on va venir la mesurer et dont on va venir piloter notre organisation. Et ça va vraiment orienter la direction dans laquelle on va en fait. En termes d'organisation, donc on a finalement ici, plusieurs organisations que vous représentez et dont vous avez l'habitude. Est-ce que, juste pour nos interlocuteurs, est-ce que vous pourriez décrire grosso modo finalement la vision de chacun des systèmes en termes de qualité, que ce soit Marc pour le Québec, que ce soit Jean-Marc pour le SAMU franc-comtois ou Yann pour finalement la Farm et la Bretagne. Et puis Eva, ta vision d'ensemble à la fois par ton travail sur le SAMU et à la fois par ton travail avec Rob et certaines universités américaines. Finalement, est-ce que chaque système, vous pourriez chacun d'entre vous décrire le système et à la fois son avantage en termes de qualité et son inconvénient, je dirais, en termes de qualité. Est-ce qu'on commence toujours par Eva? On peut, si tu veux. Je veux On pas changera la m'inconvénient. prochaine fois, juste par équité. Du coup, la question c'est Et finalement, en fonction de l'organisation, que ça soit le Priority Dispatch, mhm. le 911 ou éventuellement d'autres systèmes qui existent que tu connais, finalement, quel est pour toi
l'avantage de tel ou tel système dans la prise en compte des indicateurs qualité et leurs inconvénients. J'ai plusieurs, du coup, effectivement, modèles. Si on se base sur la théorie, on va globalement avoir deux types de modèles, des modèles qui vont être de type scoop and run et des modèles qui vont être de type stay and play. Globalement, on va avoir le 911 qui va être dans le scoop and run, où l'idée, ça va être de ramener le patient le plus rapidement possible à l'hôpital en l'ayant stabilisé. Et on va avoir le modèle stay and play, qu'on va retrouver dans le modèle français, où l'idée, ça va être d'amener l'hôpital au patient et de le stabiliser sur place et de faire le plus possible sur place. Ce qu'il faut savoir, c'est que le modèle français est quand même un des rares à avoir un médecin à chaque étape de la régulation, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. D'un point de vue scientifique, on n'a pas encore d'études, je n'ai pas encore trouvé d'études qui permettent d'évaluer de manière objective ces différents modèles et de les comparer. Parce qu'il y a tellement de facteurs différents que venir comparer ces modèles n'est pas possible parce qu'on compare des trucs qui ne sont pas comparables tellement ils sont différents. Il faudrait pour ça qu'on ait un pays qui fasse du scoop and run, puis qui se mette à se faire du stay and play pour qu'on puisse mesurer vraiment les différences qu'on va avoir au niveau de la qualité. Je fais un peu une réponse de Normand, hein, parce que De scientifique, tu poses une question. c'est ça, c'est-à-dire globalement, je vais répondre à tes questions par des questions parce que c'est pas des questions faciles auxquelles on peut répondre par oui ou par non et par c'est bien ou c'est pas bien. Le fait est que l'avantage du modèle français, c'est qu'on va avoir une qualité de service qui va globalement être bonne, puisqu'on va avoir des médecins qui vont être mis à disposition pour prendre des décisions et pour stabiliser sur place. Le problème étant, c'est que ce sont des ressources qui sont là et qui ne sont pas ailleurs. Donc du coup, on a une utilisation des ressources qui pourrait être jugée de non rationnelle. Est-ce le cas? Je ne sais pas, honnêtement. Et dans l'autre cas, le fait d'amener rapidement les personnes à l'hôpital, effectivement, en termes de temps, eh bien, on va avoir des appels, des interventions qui vont être globalement avec des bons indicateurs temporels. Mais l'indicateur temporel, on a pu voir, il ne va pas être suffisant pour mesurer si on a été efficace et si on a bien géré une situation. Donc, voilà pour moi. Je suis tout à fait consciente que je ne réponds pas à ta question et que Et ce qui est très bien, c'est que ça me permet de voir avec Marc aussi comment lui a une vision sur finalement, qui a la vision des deux systèmes aussi finalement, hein, puisque au Québec et en Franche-Comté, il a un mélange des deux. À ton avis, Marc, alors il n'y a pas de bon et de meilleur, on est bien d'accord. Je pense qu'un système est adapté à une population. Mais néanmoins, je voulais avoir ton avis finalement sur ces deux systèmes en termes de réponse à la qualité, à la fois temporelle et à la fois non temporelle, comme on l'a évoqué. Comment toi tu positionnes les deux modèles? Ben, premièrement, on est complètement différents, mais je dois vous dire que il y a jadis, mon Dieu, 1980. Alors, en 1980, le ministère de la Santé avait décidé de mettre en place un système de régulation médicale pour lequel il y avait des médecins dans la centrale qui pouvaient supporter les infirmières. Et les infirmières, eux, ben, prenaient les appels, mais s'ils avaient besoin d'une expertise supplémentaire, ben, ils pouvaient à ce moment-là se référer aux médecins dans la centrale. Tout ça a laissé place à l'abandon de ce système-là parce que le 6 décembre 89, on a eu l'événement de la Polytechnique. Or, on était maintenant dans l'ère du 911. Là. Le 911 venait d'être introduit dans les différentes communautés et les infirmières prenaient en moyenne 7 minutes pour le traitement interne des appels, ce qui n'était pas acceptable. Donc, c'est ce qui nous a forcé à utiliser le système MPDS qu'on utilise aujourd'hui depuis 30 ans.
mais on doit mettre des choses supplémentaires pour s'assurer que c'est pas un système qui nous permet de faire un appel, une ressource pour chaque intervention. On ne doit pas envoyer une ambulance et on est mis au fait aujourd'hui qu'on ne doit pas envoyer une ambulance pour tous les cas et que finalement, on doit réguler de façon plus intelligente. Donc, évidemment, on a aussi quand même, quand on parle du scoop and go ou du stay and play, ben, on a quand même des paramédics de soins avancés qui peuvent fournir quand même un certain degré de stabilisation avant qu'on arrive à l'hôpital. C'est bien sûr. Alors, comme je vous dis, moi, je suis un peu là, entre les deux dans le sens où je pense qu'il faut qu'il y ait une prise en charge complète du patient et que cette prise en charge-là doit être guidée, je vous dirais, par la science médicale, et c'est ce qu'il faut mettre en place. Parce que pour moi, on ne peut pas seulement avoir des répartiteurs qui ne sont pas encadrés avec quelque chose de médical et de faire en sorte qu'on ait cette prise en charge complète là, au niveau du patient. Je n'ai peut-être pas répondu à la question, mais... Il n'y a pas forcément de réponse, hein. L'idée, c'est d'ouvrir le Ouais. débat. Voilà, l'idée, c'est d'ouvrir le débat sans chapelle. Yann, ton avis sur cette question-là? Bah, nous, en France, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des médecins régulateurs dans nos salles de réception d'appel, que ce soit de l'AMU ou de la médecine de la permanence de soins. Donc on a cette possibilité-là d'orienter les gens sur d'autres centres, que ce soit autre chose que les urgences. On a des maisons médicales de garde, on peut les orienter sur des cabinets médicaux, ce que font pas forcément le 911. Eux, c'est plutôt on envoie et on emmène sur les urgences. Voilà, nous, on a cette possibilité-là en France et c'est plutôt une bonne chose compte tenu du nombre d'appels qu'on a, surtout en termes de permanence de soins. Mais nous, on est en train on s'efforce, quand je dis on, je parle des gouvernements, du ministère de la Santé, parce que le problème qui est récurrent, c'est toujours au Canada et au Québec, c'est toujours l'engorgement des salles d'urgence. Alors, c'est comme si on n'avait pas trouvé encore aujourd'hui le moyen de faire en sorte qu'on puisse orienter le patient ailleurs qu'à l'urgence. Et là, on a maintenant, depuis quelques semaines, là, on a une cellule de crise que le ministre de la Santé a mis en place. Bon, évidemment, il vient d'être nommé ministre de la Santé, là, il a été réélu pour un deuxième mandat. C'est très politique, mais il faut quand même que tout le monde y prenne son compte, puis qu'on soit capable de faire en sorte que, je change de sujet, mais aujourd'hui, un des sujets principaux au niveau du ministère de la Santé, au niveau politique, c'est l'accès à un médecin de famille. C'est une farce monumentale au Québec que de mandat en mandat, de parti politique en parti politique, on n'est pas capable de régler le problème pour que chaque citoyen ait un médecin de famille. Donc, tout ça étant dit, ben, il faut qu'on trouve des moyens pour mieux réguler. Et ça, je vous dirais que Priority Dispatch a compris ça depuis plusieurs années et met en place des façons de faire, mais il faut aussi laisser au pays, à la province, d'organiser sa régulation de la manière qu'ils le voient, de la manière dont ils ont les effectifs pour le faire. Et non pas d'imposer une méthode, mais de faire en sorte que on regarde comment est-ce qu'on est capable de mieux orienter le patient. Merci Marc. Avant que Jean-Marc, je vais te faire intervenir aussi. Une des réflexions, c'est que finalement, quand on regarde aussi d'autres structures, et je pense notamment au service de santé des armées, la France est un des rares pays à garantir une mise en place nationale comment dire, du lieu de combat
combats et donc de blessures jusqu'aux hôpitaux français, alors que ce soit médecin ou non d'ailleurs, hein, mais en tout cas de garantir ça et ce qui a des avantages sur le plan militaire. Voilà, je vais aussi te faire réagir là-dessus, Jean-Marc, puisque en termes d'organisation, tu as une vision aussi un peu différente. Euh, et donc, toujours pareil sur les méthodes de dispatch et de régulation, où toi, tu as fait une sorte de synthèse des deux. Euh, Ton avis? Oui, effectivement, ce qui va différencier entre les différents, enfin oui, on peut dire ça comme ça, entre les différents pays, c'est que la surface qui est prise en compte au sein des États sont pas du tout les mêmes en fonction des pays. Et Laurent l'a rappelé, en France, c'est comprendre le territoire dans son ensemble, ce qui n'est pas vrai chez les anglo-saxons. Et donc les méthodes d'analyse au sein des systèmes ne sont pas tout à fait les mêmes, et le F1, même dans certains endroits du monde, est décroché par la police. Donc on a des visions différentes, des organisations différentes, donc forcément des solutions différentes. Nous, on s'est posé la question quand on a un peu grossi, et pour asseoir ce que disait Marc tout à l'heure, un minimum de structuration de la prise en charge des appels, et on a utilisé un système nord-américain, non pas pour faire un appel à un départ, mais pour dispatcher au sein de la régulation, déjà, entre la médecine générale et la permanence des soins depuis 2009, donc c'était déjà une idée du SAS qui était derrière, pour justement garantir que les gens se trouvaient à peu près dans les bonnes filières de soins. Parce que autant le 15 répond, et je le pense sincèrement, relativement vite sur les urgences, et le contact médical secondaire est assez rapide, autant sur la permanence des soins, au vu du volume, on peut se retrouver entre une demi-heure et 1 heure de délai d'attente entre un décroché arme et une réponse médicale. Donc ça veut dire que derrière, faut être sûr de mettre les gens dans les bonnes filières. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire avec Procua, nous, et on a fait une double pondération du système. D'ailleurs, les Américains m'en veulent encore, mais c'est pas grave. Pour essayer de temporiser, et donc on était déjà sur cette notion de qualité qu'on exprimait tout à l'heure, de qualité au sens gestion du risque. Mais mon patient, il risque quoi si je le mets dans telle filière? Et aussi permettre à nos armes de façon standardisée, je prends par exemple l'AVC, si c'est un AVC qui est standardisé de par un score qui est établi de façon internationale, qui existe déjà dans le système américain, pourquoi faire attendre la régulation? Autant de gens envoyer l'ambulance, et on verra après secondairement, voilà. Donc c'était toutes ces réflexions qui étaient là derrière, et on risque de se retrouver limité avec ce système-là, et j'en vois les limites. Déjà, c'est pas une procédure au sens 1 plus 1 égale 2, hein. On est plus dans le process, on est plus dans la compréhension du système, et il faut s'adapter quand même aux patients. Ça veut dire que derrière, il faut savoir sortir du cadre quand même. Et puis, on va se retrouver avec le SAS. Alors le SAS, ça va être un volume encore différent. Et ça paraît bête de le dire, mais en général, on trouve souvent plus des pépites d'or dans les mines d'or que dans les mines de charbon. Donc ça veut dire que là, on va se retrouver devant un effet volume où on va diluer l'urgence. Il va falloir aller la chercher, cette urgence. Et si on ne structure pas la prise en charge de l'appel, et on en revient à notre débat sur la qualité, sur quel type d'outils on peut donner à nos armes, et de formation, hein, parce que c'est pas qu'un outil, hein, c'est une formation avant tout, et on se sert d'un outil dans le cadre d'une formation et pas l'inverse, parce qu'un outil n'a jamais fait du raisonnement, j'en suis moi convaincu depuis longtemps. On risque d'être un peu en difficulté. Donc oui, effectivement, on a fait un mix, parce que à l'époque, on n'avait pas trouvé quelque chose sur étagère, pour faire simple, tout fait, tout pratique, à mettre en œuvre, et on manquait cruellement d'indicateurs, très pauvres hein, dans la littérature, très pauvres. Est-ce qu'il y a un système qui est mieux que l'autre? Je pense que les deux s'entendent, c'est simplement qu'ils s'adaptent à leur environnement. Et les démarches des gouvernements ne sont pas du tout les mêmes, surtout les performances qu'on nous demande ne sont pas les mêmes. Mais en gros, voilà le raisonnement, pourquoi on a été amené à prendre en compte, enfin, à mettre en place un système nord-américain pour nos armes au sein de nos régulations, mais plus pour aller chercher un degré de gravité,
Notre objectif n'est pas d'engager des moyens de secours. Notre objectif, c'est de filiariser depuis l'appel le patient au sein du centre 15, et après, on voit si ça doit déboucher ou pas sur une action immédiate ou pas. Oui, j'aime bien à la fois ton humour franc-comtois, avec la mine d'or, je la retiens. Et surtout, l'idée qu'un outil n'apporte pas du raisonnement, et je suis complètement d'accord avec toi, et un outil nécessite une formation pour l'outil. Et on le voit bien, j'invite à relire le bureau enquête accident sur le vol Rio-Paris qui est sorti il y a pas très très longtemps, qui montre bien aussi la nécessité, de ne pas faire confiance aux outils, et du moins de les réévaluer régulièrement et de les critiquer sur le plan humain, et de se reformer sur certaines choses spécifiques parce qu'en effet, sinon ça mène à danger. Par contre, l'intérêt aussi dans cet outil, excuse-moi Laurent, c'est qu'il y a des définitions. Typiquement, il y en a une qui me vient en tête, un exemple, c'est sur l'hémorragie grave. Moi, très honnêtement, je ne suis pas d'accord avec la définition de l'hémorragie grave telle qu'elle est conçue dans le système. Mais à la limite, peu importe, parce qu'on a tous la même. Et ça permet de prioriser les actions. Donc, en même temps, il faut des outils, il faut des décisions au sens, Marc l'a exprimé tout à l'heure, de normes. Oui, il y a des choses qu'on doit définir entre nous. Et quand on parle d'une hémorragie grave, peu importe que ça ne soit pas la meilleure des définitions académiques, par contre, c'est la même pour tout le monde. Ce qui veut dire que quand on interroge et qu'on dit Monsieur Untel ou Madame Untel a une hémorragie grave, tout le monde sait de quoi on parle au sein de la régulation. Et je pense que ça, c'est un des points forts du système. Le deuxième point fort, que les Français ne sont pas du tout habitués, c'est qu'on doit être certifié régulièrement. Et c'est en ça que ça oblige non seulement l'encadrement, mais chaque agent à retravailler les questions, à se repositionner. Et je pense que ça, c'est essentiel dans un système, même pas moderne, d'époque, je veux dire. On est un peu en retard même sur ce sujet. Oui, donc finalement, un des marqueurs qualité, c'est la quantité de recertification, donc de réévaluation. On le voit bien pour Calliope, pour les certifications qualité, même la centrale 144 de Lausanne se réévalue régulièrement, ce qui en fait une des centrales qui est performante en termes de finalement dispatching et d'évaluation, puisqu'elle se réévalue régulièrement en termes de qualité. Ils font un feedback qualitatif régulier, je crois que c'est tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Tout à fait. Et donc, un des facteurs qualité aussi qu'on peut prendre en compte, c'est la qualité de la structure. Donc ça, c'est très facile en France parce que le critère qualité va s'effondrer, malheureusement. C'est de savoir combien de régulations en France ont investi, ont d'équivalent temps plein pour gérer la qualité des centres 15. Oui, c'est un marqueur brut mais rapide. Mais c'est un marqueur brut et rapide, c'est 0, donc comme ça, on peut s'améliorer. Puis, moi aussi, ce que je peux rajouter aussi au niveau quand on a parlé de normes, donc d'être conforme à une norme, en fait, c'est parce que aussi on veut que l'ensemble de nos armes ou de nos répartiteurs fonctionnent de la même façon. Mais là, il y a un autre côté aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est le côté humain. Ça, c'est différent d'une personne à une autre. Mais quand même, indépendamment de ça, c'est surtout ça sur lequel il faut travailler. C'est sur l'humanisme, c'est sur la personne humaine qui prend l'appel. Parce que oui, on peut dire que tout le monde suit la même norme. C'est ce qu'on veut. On veut que tout le monde soit. On veut essentiellement que tout le monde soit bien encadré, qu'il soit à la limite. On est parti de ce terme-là il y a 30 ans où on s'est dit, il faut suivre le protocole. Oui, il faut le suivre, mais il faut que l'être humain derrière la machine soit capable de bien le suivre d'une façon à ce que. Alors, c'est là il faut travailler entre les êtres humains. C'est les êtres humains qui sont derrière la machine. Puis, je suis entièrement d'accord avec toi, Marc. Et il y a un autre critère en t'écoutant qui me vient de qualité, c'est combien de fois un agent, qu'il soit médecin ou arme, a été en compagnonnage et réécouté, écouter sa propre activité. ouais. Et je pense que
Alors moi j'ai un biais de raisonnement parce que comme je m'occupe de tous les contentieux de la régulation, je vous assure, le Jean-Marc d'avant s'occuper des contentieux et après, c'est pas le même. Parce que le fait de se réécouter, d'écouter, et d'écouter là où les affaires vont basculer, et en général, si c'est un contentieux, elles ne basculent pas du bon côté, ça vous change vos pratiques aussi. Ça vous réinterroge, ça vous analyse sur vos pratiques. Et là, on manque quand même non seulement de cette culture, mais ça veut dire aussi qu'il faut des hommes. Hein. Ça veut dire que on devrait dans nos régulations avoir un 10-20% supplémentaire de médecins et d'armes pour faire ce type d'activité. Je pense qu'il faut qu'on milite dans nos syndicats respectifs pour aller, non pas pour avoir des postes pour des postes, mais bien pour le service rendu à la population. Ouais, c'est ce qu'il faut, Excuse-moi, c'est Marc. ce, c'est ce qu'il faut faire. Il faut mettre l'accent sur ça. Évidemment, c'est pas possible de se réécouter constamment parce qu'on n'a pas la main-d'œuvre pour le faire. On n'a pas. Alors, c'est toujours un gage hein, de garder la qualité. Moi, quand j'étais directeur général de mon centre de communication, ben, on parlait chiffres, on parlait budget. Et si, mais oui, mais il faut faire la job. Notre job, c'est quoi? C'est de répondre aux appels. Alors, oui, mais il faut bien répondre aux appels. Alors, c'est comme dire, bon, mais, OK, on fait de la qualité, on révise nos appels, mais j'ai vécu ça, moi, pendant 30 ans. Le réviseur qui vient pour faire son corps de travail de révision, il veut réviser des appels. Ah, mais tu ne peux pas réviser aujourd'hui. Il manque du personnel sur le plateau. Donc, c'est là qu'on va couper sur la qualité parce qu'il manque du personnel sur le plateau. Donc, c'est une roue c'est un cercle vicieux finalement qu'il faut constamment essayer de briser et de s'assurer que non, euh, à n'importe quel prix, on va évaluer la qualité. Je suis entièrement d'accord. Et Laurent l'a cité tout à l'heure sur l'aéronautique. C'est à ce prix-là que les avions tombent plus. Hein. Oui, il n'y a qu'à ce prix-là. Exact. Hein. Les avions ont fait un énorme bond technologique dans les années 80, mais ils continuent à chuter. Et c'est quand on s'est acculturé, enfin, accaparé du facteur humain qu'on a réussi à ne plus. Voilà. Mais par contre, un pilote, c'est un peu plus cher qu'un assistant de régulation. Mais c'est ce que je dis, un assistant de régulation, combien de patients, ou un opérateur, hein, combien de patients il a dans la journée, c'est ce que je dis souvent, un petit avion en général. Hein, voire un gros des fois. Euh, Juste pour rebondir sur Marc, une des idées qui n'est pas de moi, hein, qui a été pareil d'un Suisse de la centrale de Lausanne, spontanément il finit ses appels en disant est-ce que vous êtes OK avec ma prise en charge. Alors il le dit avec son accent suisse. Est-ce que vous êtes OK avec ma prise en charge finalement permet aussi de faire valider au patient, savoir si lui il est OK avec la qualité de la prise en charge. Je vais vous laisser réagir en passant à la troisième partie. Comme disait Jean-Marc et Marc, et puis finalement vous quatre, euh, c'est comment pour vous on pourrait mettre en valeur cet humanisme, puisque finalement on est un service au service du citoyen, et donc des hommes et des femmes, hein, mais des hommes avec un grand H, bien évidemment, de l'être humain. Comment on pourrait mettre plus en valeur cet humanisme dans la conversation, selon vous? Et on va commencer cette fois-ci par Jean-Marc pour finir par Eva. Alors, comment on met en valeur cet humanisme je pense que déjà, les gens, quand ils viennent chez nous, quel que soit leur statut, ils viennent pour bien faire, c'est même pas un débat. Et ils sont profondément humains. Ce qui va les mettre en difficulté, c'est le temps. C'est le temps, c'est le laps de temps d'analyse. Et il ne faut pas oublier qu'on est sur un système poussé à très haute contrainte. Donc, pour mettre de l'humanisme, il faut du temps, il faut de la surface homme déjà, homme au sens grand F, hein, et vous m'excuserez mesdames. Euh, Si on n'a pas la surface, on a tous les risques de voir les gens se déshumaniser. Premièrement. Deuxièmement, moi j'ai toujours dit ça à mon ancien universitaire, toujours été surpris dans les régulations. Quand vous arrivez en régulation, vous n'avez pas le temps de faire la relève, vous vous asseyez et vous prenez le premier appel. Moi je suis désolé, les sportifs de haut niveau, celui qui fait le super G,
s'il n'a pas reconnu la piste avant de descendre, on a toutes les chances qu'il soit mort en bas de la piste. Donc il y a des temps d'échauffement, il y a des temps de pause obligatoires. Et je crois qu'ils le mettent sur l'autoroute, hein, tous les 2 heures la pause s'impose. Déjà ça va permettre de pouvoir souffler, se reconcentrer. C'est aussi permettre à l'agent de pouvoir s'extraire d'une régulation quand, par exemple, il y a une situation émotionnelle forte où je ne me suis pas senti en capacité de réponse. Donc aussi, il faut que les régulations, et mes confrères qui gèrent les régulations, puissent permettre à leurs armes de sortir, voire au cours d'un appel, alors ça demande des outils de téléphonie plutôt plus de dernière génération, mais ça existe, de prendre appui, soit un arme, soit vers un superviseur, soit un médecin régulateur en disant rentre dans la conversation parce que je suis en difficulté. Ce qui lui permettra, le prochain appel, d'être plus serein pour le prendre. Donc ça commence aussi par ça, pour avoir le côté humain, c'est de donner les moyens à nos assistants de régulation médicale et nos médecins régulateurs la possibilité de le faire. Parce que quand on n'a pas la possibilité de le faire, tôt ou tard, on va empiler, on va se mettre en contrainte et à un moment donné, malheureusement, ça va déborder sur le mauvais appel. Merci. Après, moi, je suis persuadé que ça se met en valeur, mais ça se met en valeur aussi par l'enseignement. Je te disais ça en aparté tout à l'heure, Laurent. J'ai eu l'occasion de rencontrer un grand monsieur qui s'occupait de la gestion des crises à la Croix-Rouge française, crise nationale et internationale, et il me disait devant le public, mais attention, servir un café à quelqu'un, ça s'apprend. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas servir un café, hein. Tout le monde sait se servir d'une tasse, mettre le café dans la tasse, ça, on voit à peu près comment ça marche, c'est pas le débat. N'empêche, le servir à quelqu'un qui est dans le besoin, qui est dans la peine, c'est pas pareil. Donc, ressortir le meilleur des gens pour s'exprimer au bon moment sur le bon patient, eh ben, je suis désolé de le dire aussi comme ça, peut-être brutalement, mais ça s'apprend. Et il y a des techniques de communication de base, déjà, qui permettraient de soulager et de faire les gros faux pas, entre guillemets, d'éviter les gros faux pas. Ça, c'est possible. Parce que, encore une fois, on est tous humains et les gens qui viennent dans nos métiers sont des gens qui sont profondément humanistes. Le problème, c'est que le système, à un moment donné, ne leur permet plus de l'être. Et comment je me rattrape aux branches pour l'aide, ça s'apprend. Il y a des techniques qui sont assez bien éprouvées maintenant. Et d'ailleurs, que tu parlais des militaires tout à l'heure, que même les militaires utilisent en période de conflit et de guerre, alors qu'il n'y a plus rien d'humaniste quand on est à se tirer les uns sur les autres. Néanpel, pour pas tomber dans la barbarie, il y a des systèmes qui existent. Voilà en gros, mais j'attends les remarques des collègues pour voir, parce que moi je pourrais discuter quelques heures sur le sujet sans problème. Je propose, pour qu'on puisse aussi répondre à un certain nombre de questions qui sont posées, est-ce que vous pouvez, donc chacun des trois, Marc, Yann et Eva, donc reprendre aussi, voilà, vous, comment valoriser l'humanisme dans la conversation en environ 2 petites minutes chacun, pour qu'après on puisse resynthétiser les questions des visiteurs. Marc, à toi, s'il te plaît. Oui, excusez-moi, j'étais en mute. Alors, j'aime bien la comparaison de Jean-Marc avec l'athlète, le réchauffement du cerveau, l'étirement des muscles, parce que c'est important que le cerveau soit bien prêt à recevoir toutes ces informations-là. Alors, pour moi, tu sais, on dit, mais le système ne permet peut-être pas cet humanisme-là aujourd'hui, parce que je vous dirais qu'à la base, on forme mal nos répartiteurs, nos âmes, à cet aspect-là d'humanisme. On leur dit, vous avez une démarche à suivre, c'est comme ça, vous devez la suivre. Puis là, finalement, on est à la merci de nos systèmes, et là, les gens sont dans les centres d'appel, puis ils sont un peu désabusés. Ils sont un peu désabusés parce qu'on ne leur donne pas les outils pour représenter la réalité. Donc, c'est la réalité. Il faut vraiment qu'on soit en mesure de pouvoir mettre un casque d'écoute, puis que ce ne soit pas moi qui est dans mon bureau, qui téléphone dans l'autre bureau pour lui dire que c'est moi qui va simuler l'appel,
on connaît déjà l'issue, c'est moi qui ai la plan. On se connaît, donc on n'est pas dans une. Alors, c'est comme ça qu'il faut développer l'humanisme, c'est d'être capable de mesurer toutes les composantes qui touchent l'analyse de la conversation, parce que c'est ça qui joue en ligne de compte, là. Merci. Yann, à ton avis? Toi aussi, Très bien. Okay. Pardon. Excuse-moi, Marc. Je crois que Jean-Marc a bien résumé, hein. Voilà, c'est vrai que nous, en tant qu'ARM, la plupart du temps, on n'a pas le temps de faire de relève. On arrive, on prend notre poste et on enchaîne directement. Le temps de pause, comme il en a parlé, est très très rare en salle de régule pour les ARM. Pour la plupart du temps, on a juste une pause repas ou pause cigarette, ou la plupart du temps, certains mangent même sur leur poste de travail. Donc c'est très 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 compliqué. Après, il y a évidemment un problème d'évaluation de pratique professionnelle. En termes de communication, il y a un grand besoin au niveau des ARM, et c'est une demande de notre part, hein. Ça, on en est tous conscients. Et voilà. Merci Yann. En effet, les infirmières des services font des relèves, les pilotes font des briefings et des débriefings. Je rappelle ce vol de pareil, hein, l'aéronautique est très très riche d'enseignements. Le vol JFK Charles de Gaulle qui a failli se crasher à Charles de Gaulle, le pilote a dormi 4 heures lors du vol. Et ça ne choque personne. Et ils ont fait des relèves et il était en forme pour le faire. Eva, est-ce que tu peux réagir et en profiter pour synthétiser avec ton brillant esprit de synthèse, sans question? Moi, ce que je vois en gros, c'est qu'on a deux leviers d'action. Soit on agit sur les acteurs, soit on agit sur l'environnement. Donc, agir sur les acteurs, c'est proposer de la formation, c'est les accompagner, mais pour ça, ça prend d'avoir du temps, d'avoir suffisamment de ressources pour pouvoir débloquer ce temps-là pour former et pour faire des retours, pour faire de la qualité. Donc ça, c'est du décisionnel. Et après, on peut aussi agir sur l'environnement. Il y a un article qui m'avait marqué, qui avait été écrit par les équipes de Nantes, il me semble, sur les temps de garde et sur la mesure justement de l'efficacité des ressources et sur l'efficacité de l'appel en fonction du temps de la garde qu'on a fait. Et c'est un truc quand j'ai commencé à travailler avec les centres d'appel d'urgence, qui m'a particulièrement surprise de me dire que vous faites des gardes de 12 à 24 heures, c'est-à-dire qu'on vous demande d'être concentré à répondre à des appels sur des durées aussi longues. Et pour moi, si on veut aller chercher de l'humanité là-dedans, on peut quand même aussi agir sur la structure, donc sur l'organisation, donc sur voir comment est-ce que on peut designer des choses qui soient un peu plus humaines plutôt que pratiques. Merci Eva. Donc si je synthétise finalement, une des manières, c'est en effet d'améliorer à la fois les agents, enfin, l'extérieur, c'est-à-dire finalement l'organisation, le design général du travail, et également la formation via l'analyse régulière de ses propres écoutes. Tout ceci, bien évidemment, il faut dimensionner sur le plan humain, comme tu le disais, Jean-Marc. Je vous remercie. Alors, on a beaucoup de questions. Il nous reste une petite dizaine de minutes. On a une proposition qui me semble intéressante et je voulais avoir votre avis. Un débriefing psychologique à la fin de garde, c'est-à-dire une forme de débrief, en fait, comme le font les structures aéronautiques. Un temps de débrief inclus bien évidemment dans le temps de travail, en disant aujourd'hui ça s'est produit comme ça. Quand vous faites un vol, systématiquement il est débriefé avec tous les acteurs qui étaient là, hein, même s'ils n'ont pas volé. Et le débrief est systématique et permet en plus une structure stable émotionnellement. À votre avis, est-ce que ça, c'est des choses qui sont qu'on peut mettre en place rapidement ou facilement? Alors le débriefing psychologique sur des cas particuliers, oui, ça se fait. Et je pense que ça se fait dans beaucoup de régulations.
Ce qu'il faut qu'on évolue, et Eva en a parlé tout à l'heure, c'est le temps de travail. Il faudra que nos systèmes évoluent, donc notre société, entre venir au travail tant d'heures et travailler en production. C'est pas parce qu'on n'est pas derrière le téléphone qu'on ne travaille pas. En particulier, les débriefings psychologiques et analyse des pratiques. Chez nous, les docteurs, typiquement, en régulation, c'est 5 heures. Voilà. C'est des demi-journées. La nuit est plus longue, elle fait 14 heures, mais on n'est pas 14 heures derrière le téléphone. Il y aura une période de coupure de 4 heures. Pourquoi? Parce qu'on le sait tous, et ça a été décrit dans l'industrie, que plus on cumule et plus on va vers l'erreur. Donc, le débriefing, au sens large du terme, il faut qu'il soit organisé dans le temps de travail, soit de façon collective, soit de façon individuelle. Moi, j'ai pas de religion dans ce domaine-là. Ce qu'il y a de sûr, ça doit être inclus dans le temps de travail. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude parce qu'on a besoin aussi de sortir du boulot en se disant oh, j'ai fait mon job. J'ai fait mon job et peut-être que j'ai 2-3 petites choses à recaler dans mon job, mais c'est pas grave. Globalement, je l'ai fait, mais comme on a vu les 3 petites choses à recaler, eh ben on le fera ensemble plus tard dans un dispositif à froid. Et d'ailleurs, c'est ce que font tous les systèmes à risque, que ce soit le nucléaire, l'aéronautique et ainsi de suite. Hein. Oui, c'est-à-dire que finalement, on pourrait imaginer un temps où chaque agent, quel qu'il soit, hein, opérateur, arme et médecin régulateur, se réécoute, s'analyse selon éventuellement une grille prédéterminée et pour faire remonter des informations ou en tout cas une auto-analyse. Une auto-analyse est plutôt sur le volet qualitatif, humain, qu'on a exprimé tout à l'heure et que Marc a bien décrit, plus que dire ah bah aujourd'hui tu as décroché que 90% de tes appels en 20 secondes. Ça pour moi, ça fait pas sens métier. C'est un problématique de l'organisation générale d'une structure, mais à titre individuel, pour moi, ça fait pas sens métier. Ce qui fait sens, c'est est-ce qu'on a bien répondu, est-ce que tu te sens bien, ou qu'est-ce qui t'a posé problème aujourd'hui, qu'on puisse en parler à tiède, hein, parce que à chaud tiède, et pour reprendre dans une formation peut-être plus académique, à froid ou plus personnalisée. Mais ce qu'il y a de sûr, ça doit être intégré dans le temps de travail. J'ai une autre question qui est aussi intéressante, puisqu'on sait que les organisations de patients sont de plus en plus présentes et sont présentes notamment au niveau de l'HAS. Et notamment, je vais solliciter tout à l'heure le regard de Marc au niveau québécois. Euh, une des questions, c'est du point de vue patient, comment finalement il le mesure, lui, la qualité d'un appel et le service rendu, et comment il peut remonter ce service rendu qu'il a ressenti, donc forcément qui est le sien, qui est sa réalité. Euh, voilà, comment prendre en compte finalement dans les normes qualité qu'on va édicter l'avis du public, l'avis des citoyens, l'avis du patient ou de sa famille, hein, enfin de l'usager au sens large. Peut-être Eva ou Marc, vous voulez réagir? En fait, je comprends pas tout à fait le sens, là. Si tu peux En fait, juste. l'idée, c'est que dans le système qualité, on va édicter les normes, on va mesurer, mettons qu'on mesure l'empathie, le temps de réponse, la qualité de réponse. Et on a une des questions, c'est oui, mais comment on prend le retour du patient qui a vécu la situation téléphonique et comment il fait remonter dans un système qualité. Et on sait très bien que dans un système qualité, toute insatisfaction peut être remontée par l'usager lui-même et doit être traitée par l'usager lui-même. Alors, en dehors d'un système de finalement plainte et judiciaire, est-ce que mettre en place un système de- d'association de patients ou du moins d'écoute patient ou de remontée d'informations de non-qualité pourrait être intéressant et sous quelle forme? Ouais, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, avec le principe, mais sauf que c'est là on s'embarque dans une, dans une, dans quelque chose qui est énorme. Là. Il faut penser là, que nos structures, premièrement, on a de la misère à s'assurer que nos armes, on puisse bien débriefer les appels, mais idéalement, c'est sûr que l'usager, oui, autre que judiciarisé, que ce soit par l'objet de plainte, ben, en fait, c'est notre vie, ça.
on gère les plaintes constamment. C'est ça qu'on fait, mais on ne fait pas de sondage auprès de la population, savoir c'était quoi votre satisfaction. On peut le faire peut-être par le biais des paramédics, des paramédics qui vont sur les lieux. Il y a des choses qui peuvent peut-être être faites, mais on est loin de ça pour l'instant. Et je pensais aussi notamment à la commission de conciliation qui existe dans les hôpitaux, qui va au-devant finalement d'un point de vue judiciaire pour arriver à une conciliation. Est-ce que finalement un recyclage de ces structures-là pour aller plus en avant sur le recueil des avis, si plus systématisé, pour être un biais d'amélioration, qualité? Un biais, je sais pas, mais nous, on fait régulièrement des présentations aux usagers. Par contre, il faut être le plus, comment j'allais dire, correct possible au sens, il faut pas mentir, quoi. Faut pas dramatiser les choses, mais faut pas mentir. Faut dire la réalité telle qu'elle est, et surtout exprimer ses difficultés. Parce que déjà, ça prévient, parce que c'est des choses quand même compliquées, nos structures, le système de soins, les filières de soins, c'est connu de quasiment personne, je veux dire, sauf quand on est confronté et qu'on appelle le 15. Donc ils sont demandeurs, donc je pense qu'il faut aller les voir. Et puis ce sont des vrais relais d'opinion aussi. Et ça évite de se retrouver dans un contentieux avec tout le monde sur le dos parce que les gens ne comprennent pas le système. Donc c'est des gens qui peuvent nous aider à améliorer la qualité. Par contre, je pense qu'on n'est pas encore prêt, assez mûr, pour qu'ils participent à la qualité au sein des services d'urgence. Mais ça peut être pour l'instant de vrais supports. Et je pense qu'un jour on y arrivera. Mais pour l'instant, le système me semble un peu. Il n'est pas mature pour moi. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Laurent. Si, je vois Eva réagir. Euh, C'est pas une question facile et je serais bien en peine de donner quelque chose de consistant parce que pour moi, là, on relève plus des sciences humaines et sociales, d'autant que lorsqu'on est dans le cadre d'un appel d'urgence, on est dans des situations où le patient est déjà pas en bonne posture d'avoir un avis réflexif et un avis objectif sur la situation parce qu'il est en train de vivre une situation qui est très personnelle et ça me pose vraiment la question ça me pose vraiment la question de ouais, quels sont les critères finalement d'un appel qui réussit quand on est dans ce genre de moment quoi, d'urgence et la réponse est pas évidente. Oui, l'idée, c'est de manière générale sur l'ensemble des services d'urgence, alors même si aujourd'hui on est un peu plus centré sur les urgences médicales, euh, une des structures d'urgence a réalisé un questionnaire de satisfaction a posteriori suite à un appel. Voilà, ils ont des choses. A priori, ce qui ressort de ce que nos participants laissent entendre, c'est l'intégration des représentants des usagers est importante dans le travail qu'ils ont mené. Voilà. Est-ce qu'il nous reste 2 minutes avant la fin du webinaire? Est-ce qu'on a d'autres questions éventuelles? Sinon, on va clore. Non, ben, j'ai pas d'autres questions particulières. Je vous remercie de votre disponibilité, de votre participation et de votre esprit de synthèse. Voilà, on va clore le webinaire. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée ou une très bonne matinée pour ceux qui sont de l'autre côté de l'Atlantique. Et puis à bientôt. Merci de l'invitation. Merci Merci. d'avoir répondu. Merci, à bientôt. À bientôt. Beaucoup. Au revoir.